N'hésitez pas à nous contacter, quel que soit votre problème, 0826 107 109 ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Un faux testament, de l'argent d'un héritage qui aurait été détourné, c'est ce que nous raconte Robert qui nous rejoint sur le plateau. Robert vient tenir la promesse faite à son père décédé. Au moment de son décès, je lui ai promis à mon bon repère que j'arriverais à prouver que c'était lui l'héritier. Il veut récupérer l'héritage auquel il avait droit. C'est de l'argent que tu m'as volé, ça. Ce n'est pas vrai, mon salaud va. C'est salaud, ça c'est pas vrai. Tu veux me pourrir. C'est ton salopard, ton père. C'est toi aussi. Comment un salopard, mon père? Oui, et toi aussi. Un héritage que des proches de la famille auraient accaparé. Monsieur, donc vous aviez une procuration, donc vous aviez le droit de retirer des sous, on est d'accord, ok? Oui. Mais alors pourquoi vous les retirez 2 jours après sa mort? Nous interpellerons ses proches. C'est une délicate affaire de famille qui commence tout de suite. Bonsoir Robert, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Gentil. Soyez le bienvenu, nous allons tout faire pour vous aider. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir, Robert? Mais disons, le but pour moi de cette émission, c'est, comme il y a eu 2 faux testaments et que j'ai fait une promesse à mon pauvre père qui est défunt, c'est de pouvoir tenir cette promesse et de pouvoir mener cette affaire au bout. Ça vous fait de la peine pour votre père qu'il se soit passé ça pendant qu'il était malade? Mais tout à fait, parce que mes parents, ce sont des anciens agriculteurs qui n'ont jamais eu d'argent de leur vie. Et par ce biais-là, ça aurait pu les aider au moment de leur retraite, juste avant leur maladie, de profiter un peu de la vie. Et on les a privés de tout. Votre maman, elle prend pas le téléphone, elle leur dit pas, écoutez, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Mais ma maman, elle n'ose pas trop parce que, juste avant le jugement, au moment de rendre les conclusions, à 2 reprises, quelqu'un est venu lui faire peur. Première fois, je n'étais pas là parce que, un soir, je dors chez ma mère, un soir, je dors chez moi. Le soir où j'étais pas là, ils sont venus taper au volet. Mais on a la preuve que c'est eux? Aucune. Bon, elle a eu peur. 6 mois après, au moment des autres conclusions, je suis parti en congé. Au retour de mes congés, je suis reparti chez moi et quelqu'un est venu retaper au volet. Elle a été prise de peur panique, ce qui lui a valu une hospitalisation pour un infarctus. Voyons l'enquête de Sophie Prichonny avant de la retrouver en duplex. Regardez. Je te promets, je jure, je te Eh bien, dis-moi. vais aller au cimetière. Eh bien, j'irai au cimetière. Que je paierai cher, mais pas moi. Ah, tu paieras cher. Je paierai. D'accord. Il y en a qui... C'est de l'argent que tu m'as volé, ça. Ce n'est pas vrai. Attends, c'est 10 000 € que tu as volé. Oui, mon salaud va. C'est salaud va. Ça c'est pas vrai. Tu veux me pourrir. Eh bien, allez. Allez. C'est vis-à-vis de mon père. Je lui avais promis, je veux arriver à mon terme. On l'a privé de la jouissance de cet héritage, on l'a pris pour un imbécile, et maintenant on le traite de menteur et tout. Je n'accepte pas. Pour laver l'honneur de son père, pour récupérer son dû, Robert se démène depuis 11 ans. Au cœur de cette lutte familiale figurent Émilienne et Gustave, ou plutôt leur fortune. Ce couple d'agriculteurs décède en 1995. Sans enfant, le seul héritier aurait dû être leur neveu, Georges, le père de Robert. C'est une promesse faite par Émilienne à celui qu'elle considère comme son propre fils. Seulement voilà, d'obscurs personnages choisissent ce moment pour sortir de l'ombre. Quand mon oncle et ma tante sont décédés, on a eu une agréable surprise, c'est-à-dire que le cousin est venu à la maison, donc en nous apportant quelques biens, et en nous disant voilà, c'est moi l'héritier. Ces cousins, que nous appellerons les époux V, produisent un testament signé de la main d'Émilienne. Trahison ou escroquerie, Georges songe immédiatement à un faux. Mais il n'aura pas le temps d'en faire la preuve. Rattrapé par la maladie, il décède en 2001. Sa dernière volonté, que son fils Robert rétablisse la vérité. Au moment de son décès, je lui avais promis à mon pauvre père il m'avait fait promettre plutôt que je traînerais cette affaire en justice et que je remettrais les choses à sa place, que j'arriverais à prouver que c'était lui l'héritier. Une quête longue de 3 ans, mais Robert trouve la faille. Au moment de la rédaction de ce testament, Émilienne était hospitalisée. Son état de santé ne laisse aucun doute possible. Démence, état confusionnel.
Elle était incapable au moment des faits de comprendre ou de rédiger un tel acte. L'expertise graphologique lève les derniers doutes. Il ne s'agit pas de l'écriture d'Emilienne, mais de celle de Madame V. Les cousins tombent les masques. Son avocat a dit OK devant le procureur. On ne se bagarre plus pour le testament parce que OK c'est un faux. On ne se bagarre plus que sur l'argent à restituer. Le 21 décembre 2005, le tribunal annule le testament et nomme Robert comme seul héritier. Les époux V sont condamnés. Ils remboursent l'intégralité de la succession. L'affaire prend alors des tournures de règlement de compte. Le lendemain des conclusions, pendant la nuit, plusieurs individus se seraient rendus chez Marguerite, la mère de Robert. Pendant près de 20 minutes, ces hommes se seraient acharnés sur les portes et les volets de la maison. 20 longues minutes avant que les gendarmes n'arrivent. Quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvée toute tremblante, toute blême. Moi, ils m'ont appelé, je suis arrivé. Bon, elle avait vraiment mal au côté. Bon, le SAMU est arrivé, enfin, l'hélico est arrivé. Et ils en ont déduit que c'était vraiment un infarctus dû à la peur. Marguerite s'en sortira, mais la crainte de représailles la contraint aujourd'hui au silence. Robert refuse, lui, de se laisser intimider. En poursuivant son enquête, il obtient tous les relevés de compte d'Emilienne. De nouvelles révélations l'attendent. À la réception de ce document, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait un placement d'argent qui avait été effectué, un placement d'une somme assez conséquente. Et le lendemain du décès de l'oncle, on s'aperçoit quand même que quelqu'un a retiré une somme pratiquement identique à ce placement d'argent qu'il y avait. 120 000 francs, soit plus de 18 000 euros, sont retirés en liquide le lendemain du décès de Gustave. Or, au même moment, Emilienne est à l'hôpital et dans l'incapacité totale de se déplacer. Mais ce n'est pas tout. Robert découvre que ces 18 000 euros ne figurent pas dans la succession. L'argent a donc été volontairement retiré avant, mais par qui ? Autre découverte, l'existence d'un contrat assurance-vie au nom de Gustave. On s'aperçoit que cette assurance-vie a été contractée à un moment où personne ne pouvait signer quoi que ce soit. Mon oncle ne sait ni lire ni écrire. Ma tante est alitée et ils ont attendu quand même le décès de ma tante pour percevoir cette assurance-vie qui, à l'origine, aurait dû lui revenir à elle. Alors, qui est l'heureux bénéficiaire des 11 000 euros de l'assurance vie, qui a retiré 18 000 euros en liquide? Sans preuve, Robert porte plainte contre X en avril 2006. Mais l'enquête s'avère difficile à mener car les faits remontent à 1995. Pourtant, le responsable, Robert l'affirme, il le connaîtra déjà. Pour moi, c'est les mêmes personnes la personne qui a fait le faux testament, c'est la même personne qui a retiré l'argent, qui a contracté l'assurance vie et qui a fait le placement. Pour moi, il n'y a aucun doute. Rédaction de Sans aucun doute. Nous allons tenter de faire la lumière sur cette étrange affaire. Nous nous sommes procuré le bordereau de retrait des 18 000 euros. Sur ce document, une signature, celle de l'homme qui a retiré l'argent. Nous l'avons comparée avec celle de Monsieur V. La ressemblance est troublante. En parallèle, nous envoyons Robert en caméra cachée questionner le banquier qui a remis cette somme en 1995. Mais la question que je me pose quand même, comment quelqu'un peut retirer 120 000 francs comme ça? Moi, c'est pas moi qui effectue. Oui, non, tout à fait, non, pas ce matin. C'est mon oncle qui apparaît, mais c'est pas moi qui effectue le retrait. Donc. Ah d'accord, c'est pas vous qui... C'est pas moi qui effectue le retrait. C'est pas ma signature. Ça. Donc voilà, je me suis expliqué auprès de la gendarmerie et j'ai rien de plus à vous dire. Robert va découvrir ce qu'il s'est véritablement passé. Il veut honorer la mémoire de son père et récupérer l'argent de l'héritage. Notre enquête va nous conduire dans l'entourage familial de Robert et nous ne serons pas les bienvenus. Tu l'as perçu, t'as touché 80 000 francs. T'as touché 10 000 euros. Rien à foutre, ça. La négociation va tourner au règlement de compte. C'est de l'argent que tu m'as volé, ça. Ce n'est pas vrai. Mon sang, on va. Des menaces seront proférées. Ah, je vais rejoindre mon père au cimetière. Putain, je te Ça, si tu me fais un coup comme ça, tu vas la tomber à ton père. Ça sûr, hein. Je te le dis. parce que mon pauvre père, il t'a jamais rien fait. Mon pauvre père, il était honnête. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tenter de venir en aide à ce fils qui réclame justice pour son papa. Pour piquer le pognon aux autres, il sait le faire. Pas vrai, faites comme vous voulez, moi je m'en fous. La suite, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions l'histoire de Robert. En 2001, son père décède. Robert lui a fait une promesse sur son lit de mort, établir la vérité sur son héritage détourné par la famille. Après enquête, il découvre que des proches auraient fait main basse sur plus de 28 000 euros. Voici la suite de notre document.
Rédaction de Sans aucun doute, nous allons tenter de faire la lumière sur cette étrange affaire. Nous nous sommes procuré le bordereau de retrait des 18 000 €. Sur ce document, une signature, celle de l'homme qui a retiré l'argent. Nous l'avons comparée avec celle de Monsieur V. La ressemblance est troublante. En parallèle, nous envoyons Robert en caméra cachée questionner le banquier qui a remis cette somme en 1995. Mais la question que je me pose quand même, comment quelqu'un peut retirer 120 000 francs comme ça? Moi, c'est pas moi qui effectue. Oui, non, tout à fait, non, pas ce matin. C'est mon nom qui apparaît, mais c'est pas moi qui effectue le retrait. Donc. Ah d'accord, c'est pas vous qui... C'est pas moi qui effectue le retrait. C'est pas ma signature. Ça. Donc voilà, je me suis expliqué auprès de la gendarmerie et j'ai rien de plus à vous dire. L'homme refuse d'endosser une quelconque responsabilité. Quant à la banque, elle aurait perdu le dossier. Étrange coïncidence ou complicité, nous poursuivons notre enquête. Autre élément troublant, dans quelles circonstances l'assurance vie a-t-elle été souscrite? Robert interroge l'agent de la banque à l'origine du contrat. Comment des personnes malades et illettrées ont-elles pu signer ce document en toute connaissance de cause? Au moment de la rédaction de ce contrat, la personne ne pouvait pas signer. Voilà, elle était... Dans mes faits de 10 ans, vous êtes peut-être plus au fait des informations. Moi, vous me prenez comme ça, j'ai pas le recul nécessaire. Est-ce que vous vous souvenez, vous, être allé à l'hôpital de... Honnêtement, nous parlons plus il y a 10 ans, est-ce que vous savez ce que vous avez fait il y a 10 ans? L'agent de la banque a lui aussi curieusement perdu la mémoire. Mais nous savons qu'une source proche de l'enquête possède au moins un double du contrat d'assurance vie. Alors, qui sont ces mystérieux bénéficiaires? Tel qu'il est le contrat, tel que je l'ai sous les yeux, bon, il n'y a aucune suspicion, quoi. C'est bien monsieur qui est désigné sur le contrôle. Oui, il désigne les personnes comme monsieur. Plus aucun doute n'est possible, les épouvés sont bien les bénéficiaires du contrat. Pourquoi l'avoir dissimulé? Robert veut des explications. La confrontation est filmée en caméra cachée. L'assurance vie, tu peux pas le nier. Tu l'as perçu, tu as touché 80 000 francs. Tu as touché 10 000 €. Il n'y a rien à foutre, ça. Et c'est 10 000... Attends. Et tu me fais des photocopies, tous les papiers de droit. Mais c'est pas ça. C'est de l'argent que tu m'as volé, ça. Ce n'est pas vrai. Mon salaud va. C'est salaud va. Ça, ce n'est pas vrai. Tu me pourris. Attends. C'est pas un cimetière. Je t'arrête. Ah, je vais rejoindre mon père au cimetière. Prison, je t'aurai. Ça, si tu me fais un coup comme ça... Tu vas la tomber à ton père. Ça sûr, hein. Je te le dis. Parce que mon pauvre père, il t'a jamais rien fait. Mon père... Attends, mon pauvre père, il était honnête. C'est un salopard, ton père. C'est toi aussi. Comment un salopard, mon père? Oui. Oui, et toi aussi. C'est pire que ton père. La situation explose, les propos prennent alors une tournure menaçante. Ton père, je te promets, je te jure, je t'aurai. Eh bien, tu mourras. C'est la gendarmerie qui met fin à l'altercation. Robert repart, convaincu d'être tout près de rétablir la vérité. Une quête qu'il mènera jusqu'au bout pour son père, une promesse qu'il s'est juré d'honorer. Une enquête menée par Sophie Prichodny, pour Sans aucun doute. Sophie, que nous allons retrouver tout de suite en compagnie de votre maman, monsieur. Sophie, m'entendez-vous? Allô? Alors, Sophie, refaisons un petit peu le point pour nos téléspectateurs, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations dans votre reportage. Aujourd'hui, Robert s'intéresse à deux choses. D'abord, un retrait qui aurait été fait à la banque. Oui, alors exactement. Il y a un retrait de 120 000 francs, donc à l'époque, ce qui fait à peu près 18 000 € qui ont été retirés donc en liquide le lendemain du décès de Gustave. Alors, est-ce qu'il y avait une procuration? Alors, a priori, il n'y a aucune procuration sur ce compte, tout simplement parce que Gustave ne savait ni lire ni écrire. Donc, il était absolument dans l'incapacité totale de rédiger une quelconque procuration. Et puis surtout, Emilienne était hospitalisée, était vraiment très malade. Donc, pour elle, c'était également pareil, elle ne pouvait absolument pas rédiger un tel acte. Alors, restez avec nous quelques instants encore, Sophie. Je me tourne vers Maître Michel. Premier point, la banque a peut-être aussi dans ces cas-là une responsabilité si elle a donné de l'argent sans procuration. Ah, tout à fait. Elle aurait dû avoir son attention attirée sur l'importance de la somme. 120 000 francs de l'époque, retirés en espèces, c'est pas un virement ou un chèque. Et rien qu'à cause de cela, elle aurait dû être particulièrement vigilante, ce que manifestement elle n'a pas été. Sophie, le deuxième point, donc, que Robert voudrait éclaircir aujourd'hui, c'est cette assurance vie. Alors, expliquez-nous, y avait-il des bénéficiaires? Comment ça s'est déroulé? Alors, l'assurance vie, c'est encore plus troublant parce que nous avons rencontré, enfin, nous avons entendu en tout cas la personne de la banque qui a rédigé ce contrat à l'époque. Les faits sont les mêmes que pour le retrait en liquide. Gustave étant analphabète et Emilienne étant à l'hôpital, ils ne pouvaient pas eux-mêmes rédiger ce contrat. La personne qui a fait souscrire ce contrat à la banque dit aujourd'hui avoir totalement oublié dans quelles circonstances il a rempli ce contrat. Mais ce que nous avons appris de sources proches du dossier, en tout cas selon nos informations, les bénéficiaires sont bien les épouvés. Donc, en fait, au global,
Combien réclamez-vous aujourd'hui? Mais disons qu'il y a le problème des 120 000 francs qui ont été retirés en liquide. Les 18 000 euros. 18 000 euros, oui, il y a l'assurance vie. Qui était d'un montant de combien déjà? 10 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Hein. Maître Novakovic, encore une fois, il y a ce qui a été jugé et ce qui n'a pas été jugé. Donc pour ce qui n'a pas été jugé, nous mettrons tout au conditionnel, bien évidemment. Mais s'il y a eu ce retrait, donc quelqu'un a peut-être imité une signature ou utilisé je ne sais quel stratagème pour arriver à récupérer cet argent, s'il y a eu détournement de cette assurance vie, est-ce que l'on entre dans le domaine pénal? Tout à fait. On entre dans le domaine de l'escroquerie, avec faux et usage de faux. Mais comme là, il n'y a pas cumul des peines, c'est l'escroquerie qui s'applique. 5 ans d'emprisonnement, 375 000 euros. C'est très lourd. Eh bien, nous démarrons tout de suite par un premier coup de fil. Qui a profité de l'assurance vie? Qui a retiré les 18 000 euros? Des questions qui méritent des réponses. En ligne, l'un des proches de Robert. Et simplement, monsieur, est-ce qu'il y a eu ou pas une assurance vie que vous auriez touchée? Bon, si vous me le dites, je n'ai pas de raison de ne pas vous croire, mais enfin voilà, comme ça va passer en jugement, évidemment, le juge va tout de suite savoir qui a touché cette assurance vie. Donc on ne pourra pas dire le contraire à ce moment-là. Hein. Non, moi, j'ai jamais rien vu, moi. Bon. Et d'autre part, il y a eu apparemment un retrait en liquide. Il a dû vous en parler, Robert. Oui. Et ça, c'est pas vous non plus? Non. Bon. Et concernant le faux testament, ça a été jugé, je crois. Oui. Ça, c'est vous qui l'aviez rédigé? Non. J'ai besoin également que vous m'éclairiez sur autre chose. Est-ce que, parce que la maman de Robert semble dire qu'elle a eu des menaces de mort, qu'en est-il? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Et vous n'avez pas été tapé à son volet? C'est pas vrai, ça. Bon. Non, c'est pas. Qu'il en est preuve. Bon, alors j'ai à mes côtés Robert. Donc ce monsieur semble dire que il n'a pas du tout ni touché l'assurance vie, ni les retraits en liquide. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il a touché l'assurance vie? Quand on s'est rencontrés, je t'ai quand même dit que j'avais de sources sûres, des documents me permettant de te dire que tu avais perçu l'assurance vie juste fin 95 au début 96 pour un montant de 10 000 euros. Et le retrait que tu as fait de 120 000 francs, j'ai quand même le bordereau de retrait signé de ta propre main quand même. Alors explique-moi là, ou c'est moi qui suis idiot, ou alors c'est toi qui es idiot. Si tu es illettré, alors si tu ne suis pas tes comptes, c'est pas possible. Hein. Par contre, pour piquer le pognon aux autres, tu sais le faire. Bon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Alors, le bordereau, nous l'avons. Ça ressemble... Vous l'avez vu, le bordereau, monsieur? Non. Parce que ça... Il a qu'à me le porter. Hein. Ben, quelqu'un va venir vous le porter parce que ça ressemble quand même beaucoup à votre signature. On a comparé les deux signatures. Il y a eu 120 000 francs de retirés sur le compte de Gustave. Oui. Mais par vous? Parce que c'est votre signature, apparemment. C'est ma signature. Ça y ressemble, oui. J'avais une procuration, moi. 6 mois avant l'heure de fait. Monsieur, donc vous aviez une procuration, donc vous aviez le droit de retirer des sous, on est d'accord, ok? Oui. Mais alors, pourquoi vous les retirez 2 jours après sa mort? Ce n'est pas vrai, ça. Ah, mais écoutez, c'est un bordereau informatique. Est-ce qu'on peut venir vous montrer ce bordereau? Oui, vous pouvez venir me montrer ce bordereau, mais moi je parle de l'argent. Monsieur, allez au portail de votre maison, il y a une jeune fille qui a le document, elle va vous le montrer. Bonjour monsieur, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Est-ce que je peux vous montrer le document avec le bordereau de retrait que j'ai entre les mains? Est-ce que vous reconnaissez votre signature? Est-ce que c'est bien la vôtre? Celle-là? Celle-ci, oui. C'est la vôtre, oui. C'est la vôtre? Oui. Voilà, donc ça c'est bien le bordereau de retrait des 120 000 francs. Donc c'est bien vous qui avez retiré cet argent, monsieur. Oui, mais ça veut bien ça. Où c'est que j'ai mis ça veut bien ça, moi? Ben, je ne sais pas, mais c'est bien votre signature. Oui. Alors, à vous de me dire ce que vous en avez fait de cet argent. On allait payer l'hôpital, non? Mais ils étaient morts. Donc ça a servi à payer l'hôpital? Mais bien sûr, et les obsèques dedans. Sophie, pouvez-vous demander à ce monsieur de s'expliquer sur les menaces qu'il aurait fait lors de la caméra cachée à notre témoin? Il a pas de pierre. Oh oui, il est pris à 2 heures de la nuit, toute la nuit. Pendant 3 ans, il il y a ici la clé, peut-être on fermer la clé, heureusement qu'il n'est pas rentré. Non. C'est faux, vous n'avez pas menacé Robert? Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Sophie, je vais vous laisser dialoguer avec ce monsieur. On se reparle dans une petite heure. D'accord, je vais discuter avec lui et on se rappelle d'une heure. À tout à l'heure, Sophie. Les proches de Robert semblent donc reconnaître leur implication dans cette affaire. Sophie discute avec eux pour leur faire part des conséquences de leurs actes. En attendant, nous décidons de contacter la banque.
Notre objectif, sensibiliser cet établissement sur ses responsabilités quant au contexte qui entourait la signature de l'assurance vie et quant au retrait en liquide effectué par la suite. Première question, pourquoi a-t-on refusé à Robert, l'unique héritier, l'accès aux informations bancaires concernant Émilienne et Gustave? S'il ne se présente pas, lui, en trouvant qu'il est héritier, nous, on veut savoir. Mais madame, attendez. Madame, il est arrivé avec une attestation du notaire, hein. Il faut que vous le sachiez quand même. Il est venu avec une attestation du notaire. Et, attendez, quand un client vous dit « je suis le seul héritier », vous vous basez sur quoi pour savoir s'il a raison ou pas? Ben, du certificat de notoriété. Eh ben il l'a. Il vous l'a envoyé. Vous l'avez envoyé, monsieur? Je l'ai envoyé, je suis prêt à lui renvoyer si elle veut. Il vous l'a envoyé, donc s'il vous le faxe là, est-ce que vous pouvez lui en dire plus? Ça, c'est la première chose qu'il veut savoir. Et la deuxième, parce qu'attention madame, l'affaire va aller au pénal, hein. Donc on essaie de trouver un arrangement à l'amiable là entre les différents partis, mais l'affaire va aller au pénal et le juge, lui, va faire sortir tous les documents. Et la deuxième chose, il veut savoir qui a signé l'assurance vie. Parce qu'il y a déjà eu un faux testament. On vient de s'apercevoir qu'il y avait des prélèvements sur un compte bancaire, ça ne vous concerne pas, avec une signature après la mort, vous imaginez la gravité. Donc, c'est la même banque, hein, c'est chez vous, hein, qui a eu un retrait en liquide sur le compte du mort 2 jours après, de 120 000 francs d'un seul coup. Et troisièmement, concernant l'assurance vie, on pense aussi que malheureusement, ça a été fait avec une fausse signature. Alors est-ce que vous pouvez, maintenant qu'il est le seul héritier, je peux vous donner tous les documents, lui montrer les documents? Je vais m'occuper dans l'après-midi sur le dossier. Vous êtes très sympa. S'il est ancien et qu'il est archivé, ça va nous prendre un peu plus de temps. 96. Le décès, la succession date de 96, oui. Merci madame, c'est très aimable de votre part, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne journée madame, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Sachant maintenant, maître Michel, qu'il n'y a plus qu'une partie du dossier qui nous intéresse. On sait, puisqu'ils l'ont avoué, qu'ils l'ont touché. Maintenant, dans quelles conditions cette assurance vie a-t-elle été rédigée? Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit effectivement l'employé de l'assureur est venu à l'hôpital, il n'a pas pu ne pas voir que ces personnes n'étaient pas en état de souscrire une assurance vie parce qu'il y en avait une qui n'avait pas sa tête, soit il n'a pas été à l'hôpital, les bénéficiaires qui ont été à la banque signé en leur faveur eux-mêmes, il a bien vu que ce n'étaient pas des souscripteurs, et dans les 2 cas, je crois que l'assureur il va être obligé de repayer. Alors monsieur, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Je dis bien d'après vous, là c'est du conditionnel, c'est votre version. Comment aurait été rempli ce contrat d'assurance vie? Moi, enfin, personnellement, je pense que quelqu'un de la banque s'est rendu à l'hôpital. Mais malgré l'état dans lequel ils étaient, ils ont signé leur propre main. C'est les cousins qui l'ont signé. Ça, j'y mettrais ma main à couper. Les connaissant comme je les connais... Bon. Alors, nous allons continuer à avancer dans ce dossier, bien sûr, monsieur, mais il a changé de tournure pour vous. Parce que maintenant, vous avez vraiment, pour votre action, si jamais nous n'arrivons pas à un accord, beaucoup plus, comme l'on dit dans notre jargon, de biscuit, puisque quand vous allez aller devant le juge, vous avez la certitude que ces gens-là ont touché l'assurance vie, puisqu'ils le reconnaissent, la certitude qu'ils ont retiré du liquide le lendemain du décès. Donc là, Sophie, quand nous nous sommes parlé il y a quelques heures de cela, ces gens-là réclamaient justement un délai de réflexion. Vous retournez vers eux pour savoir où ils en sont? Voilà, on se dirige vers la maison pour savoir un peu quelle est leur position, sachant que lorsque nous sommes partis, ils étaient enclins à négocier. Ils devaient réfléchir sur peut-être le montant à donner à Robert pour essayer de résoudre cette affaire. Donc nous essayons d'appeler quand même, Sophie. Restez en ligne. Oui. Oui, c'est Julien Courbet à l'appareil. Écoutez, monsieur, je m'excuse, mais je vais vous dire une chose. Laissez-moi me trouver le papier, moi, ça, et après je vous tiens au courant. Je vous laisse, mais monsieur, encore une fois, dites-vous bien une chose. C'est très important, que c'est dans votre intérêt, car il y a une plainte pénale. Pénale, c'est grave, monsieur. Et que dans cette plainte pénale, il va être prouvé qu'il a été retiré 120 000 francs après la mort de la personne, et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas qu'elle était morte. Il va être prouvé que vous avez peut-être touché une assurance vie. Donc attention monsieur, parce que là le juge très bientôt va convoquer tout le monde. Vous bien sûr, mais également l'assurance et également l'assureur qui a été faire signer une procuration à ces gens-là. D'ailleurs, quand il est allé leur faire signer la procuration, monsieur, dans quel état était-il à l'hôpital? Attendez 2 secondes, c'est le fils là. Allô? Allô? Oui, c'est le fils là. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, c'est Julien Courbet? Oui, lui-même. Oui, bonjour. Bon. Vous êtes un peu au courant de l'histoire, monsieur? Un peu, oui. Je vous passe une seconde. Robert qui est à mes côtés. Oui, non, mais bon, c'est bon parce que je veux pas l'entendre. Je préfère vous mais parler. si, non, mais je dois te dire quand même, quand ton père dit qu'il a retiré les 120 000 francs pour payer les frais d'hôpitaux,
Là, il manque complètement parce que les frais d'hôpitaux, j'ai tous les titres de paiement à ma possession. Tu n'as qu'à prendre les titres de paiement, tu vas à l'hôpital, tu les réclames. Un mot de Maître Michel, avocat. Oui, bonjour monsieur. Je crois que vous avez un rôle très important à remplir. Ils ont fait une erreur, c'est il y a 10 ans, tout le monde peut en faire. Bon, maintenant, c'est comme ça, il faut réparer. Gérard, ça j'ouvre serait une bien. parenthèse pour ce monsieur, d'autant plus qu'il y a déjà eu une condamnation pour faux testament. Donc le juge va estimer qu'il y a une récidive. Et de quelque chose voilà, qu'on aurait pu mettre sur le compte de la maladresse, ça peut commencer à tourner à l'escroquerie. Hein. Essayez de les raisonner. C'est votre cousin, trouvez une solution amiable. Oui, oui. Alors bon, on va trouver une solution amiable. J'ai juste un mot à dire. Allez-y. Je suis d'accord pour faire un arrangement amiable. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, on est pris par. Mais monsieur, ne dites par la pas. télé, par tout ce que Non, vous voulez. non, je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Excusez-moi. C'est Mais pas non, du mais d'accord, chantage. j'ai compris. Monsieur, Non, c'est pas du excusez-moi. chantage. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rien faire, ne faites Non, rien. mais non, Mais comprenez quand même qu'on a fait signer une procuration à 2 mourants, qu'on a détourné une assurance vie et tout. Donc, c'est pas du chantage. Écoutez-moi. Bon, écoutez. Je suis d'accord pour un arrangement amiable. Mais alors, je veux que monsieur s'engage à plus nous embêter. Mais c'est promis. Parce que les coups de téléphone anonymes et tout ça... On va lui demander. Alors, laissez-le. On a été harcelé, il y a eu une D'accord. plainte à la gendarmerie pour harcèlement. Alors, s'il vous plaît, quoi, qu'il arrête, hein, ok. Alors, voilà, il est face à moi. Monsieur, est-ce que vous vous engagez, là, il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent, à ne plus, une fois que l'accord aura été trouvé et exécuté, plus jamais donner le moindre coup de fil ou la moindre visite à ces gens-là? Mais moi, du moment que l'accord correct aura été donné, je n'embêterai plus personne. Mais et il s'engagera également, si l'accord est respecté, à retirer sa plainte au pénal. Parce que pour l'instant, Ah, oui, attention, c'est en d'accord, cours. Hein. Ok. Alors, oui, Je vais voir avec votre équipe. À ce sujet, bonjour monsieur Maître Novakovic, je tiens à vous préciser qu'une plainte pénale donc, a été déposée devant monsieur le procureur de la République et non devant le doyen des juges d'instruction, ce qui signifie qu'ils peuvent retirer leur plainte, cela étant, monsieur le procureur a l'opportunité des poursuites. Donc, c'est vrai qu'il peut continuer à poursuivre la plainte, mais plus vite vous trouvez un accord, plus vite vous avez des chances que le procureur abandonne, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'ait pas le temps de s'occuper du dossier. Donc, un engagement, oui, qui retire sa plainte, mais monsieur le procureur peut continuer à poursuivre. Parce qu'effectivement, les faits d'escroquerie sont là. Cela étant, vous avez de grandes chances pour qu'effectivement, il arrête. Je vois avec votre équipe, ok. Allez, elle est devant votre porte, vous allez la voir? Oui. Merci, monsieur. Alors, nous avons maintenant, je crois, l'assurance qui nous a rappelé. Il nous l'avait promis, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est la banque. Oui, tout à fait. Alors, nous avions convenu de nous rappeler pour... C'est très gentil à vous. Les délais nécessaires à la recherche du dossier. Oui. Nous avons sous les yeux la décision du tribunal. Oui. Et donc, à ce titre, nous nous procurons le dossier de souscription d'assurance vie qu'il réclamait. Bien. Donc, vous comprenez pourquoi il n'était pas content? Parce qu'il l'avait déjà à l'époque et on lui avait refusé. Oui, je comprends. Bon. Vous lui envoyez les documents? Alors, on proposait de le recevoir en rendez-vous pour s'entretenir de l'ensemble de l'affaire. Comme ça, il vous racontera tout. Eh bien, c'est parfait, madame. Je vous remercie pour votre diligence et votre professionnalisme. Ça fait plaisir, madame, de voir qu'il y a vraiment des gens qui font parfaitement bien leur travail. Bravo. Très bien. À très bientôt, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est une grande nouvelle pour Robert. La banque a entendu son appel. Pendant cette conversation plutôt fructueuse, notre journaliste a négocié avec le fils des cousins de Robert. Nous établissons le contact avec lui pour connaître sa position, sachant que la somme que Robert réclame se situe autour de 28 000 euros. Oui, Julien Courbet sur le plateau de Sans Aucun Doute. Et une nouvelle fois, merci monsieur d'avoir pris ce dossier en main et d'avoir joué les médiateurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Ben écoutez, on a discuté et puis bon, on va faire des propositions. Hein. Des propositions qui, disons, on ne peut pas faire plus à l'heure actuelle. Donc c'est 24 000 euros. Bien, donc vous nous dites qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à lui donner 24 000 euros. Oui, par contre, ça serait possible de le faire en 2 fois, voilà. Je peux avoir Robert là? Oui, il vous écoute. Écoute, on va pas s'entretuer, d'accord? Tu sais que ça a failli mal tourner, Tout à fait. Allô? Tout à l'heure, je t'écoute, je t'entends. Ouais, ça a failli mal tourner, alors écoute, on va trouver un terrain d'entente, ok. Je te donne 24 000 euros. Oui. Hein? 12 000 euros immédiatement, mais quand tu le désires, ok? D'accord. Et le plus rapidement possible l'autre, donc me laisse-moi quand même un temps. Oui, bon, mais ça, ok. Mais je peux avoir, de ta part, j'ai une garantie quand même que tu me les donneras quand même. Ah, ben ça serait une reconnaissance de dette. Robert, attends, tu as ma parole, je m'engage à la télévision, là.
Ok. Ça, je te le garantis, je m'engage devant Julien Courbet, je le rends tous les vendredis soirs, je m'engage. Le problème, la plainte, elle continue. je te jure, là, je te jure, ça tête de mes enfants, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La Mais plainte ce que je continue. veux, ce que je veux, mon but, je te dis, c'est que ça s'arrête, que tout s'arrête. D'accord. Ok. Ouais. On ne reprendra pas sûrement les trucs cordiaux, mais bon, je veux dire que ça s'arrête des deux côtés, quoi. En tout cas, monsieur, moi je voulais vous remercier parce que mine de rien, sans vous, je ne sais pas si on aurait pu avoir quelque chose. Vous avez fait preuve de bon sens, vous avez été un super médiateur et merci d'avoir fait en sorte que cette affaire se classe. Vos parents vont oublier tout ça, vous allez oublier tout ça, Robert va oublier tout ça et tout le monde va revivre normalement, d'accord? Mais je le souhaite. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas que toi, hein. Bon. Écoutez, Robert, sincèrement, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que la négociation serait menée aussi haute, mais tant mieux. C'est pour vous, c'est pour votre papa. Vous pensez à lui en ces moments? Tout à fait. Je lui avais fait une promesse. Cette promesse, je m'étais juré de la mener au bout. Et je l'ai menée au bout grâce à vous et à votre équipe. Vous pourrez dire qu'il peut être fier de vous. Vous aviez fait une promesse à votre père sur son lit de mort. Vous l'avez tenue. D'accord? Ok. C'est ça qui était important pour vous, non? Tout à fait. Plus que l'argent? Plus que l'argent, oui. Mais il faut pas avoir honte de ça, il faut pas être triste. C'est beau ce que vous avez fait là pour lui. Enfin, je sais pas ce que moi je le dis parce que je mets ça en avant parce que je trouve ça formidable, quoi. Que vous ayez dit, c'est pour toi que je le ferai. Vous l'avez fait, vous êtes même venu à la télé, c'est pas facile de se retrouver devant des gens, devant des caméras. Vous l'avez pas fait pour le plaisir, vous l'avez fait pour lui. Allez, bravo, merci beaucoup.